dessous du pays. Alors, je m'appelle Thierry Laurent, c'est marqué, voilà. Je suis né ici, à Annemasse. J'ai habité très longtemps Gaillard. Je suis jeune depuis un petit peu plus longtemps que vous. C'est notre différence. Et nous nous connaissons à travers le club de spéléo. J'ai commencé aussi la spéléo il y a plus de 50 ans de ça. Et je suis président d'un comité de l'ANACRE, Association nationale des anciens combattants et des amis de la résistance. On verra peut-être tout à l'heure quel en est le détail. Ceci étant, je suis fils de résistant. Mon père était à la libération d'Annemasse, comme d'autres. Vous avez une exposition à Annemasse également faite par d'autres fils de résistants. Et il nous paraît important que cette mémoire reste, et pas seulement sur les combats, pas seulement sur un certain nombre de choses, mais la civilisation française a tourné au moment de la résistance, ou plutôt au moment de la libération, et c'est peut-être là-dessus que je vous donnerai quelques indications tout à l'heure. Alors, il faut déjà parler de la guerre. La guerre a commencé, vous le savez, en 1939. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous a fait la guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette montée du fascisme? Je vous rappelle qu'il y a eu l'Espagne, l'Italie, Staline, c'est une autre forme d'autoritarisme, etc., au début des années 30, etc. Pourquoi? Eh bien, il faut se rappeler simplement que lorsque la guerre de 14-18 fut gagnée par les Alliés, il y a eu un traité, c'est le traité de Versailles. Et dans ce traité de Versailles, on a, vous verrez que j'ai un peu mon vocabulaire à moi, et on a pendu les Allemands. On leur a imposé des taxes, puisqu'il fallait qu'ils payent les dégâts de guerre, c'est-à-dire que tout ce que produisaient les Allemands entre 1918, fin 18 si vous voulez, et puis les années 30, tout partait aux dommages de guerre français, anglais, etc. Et italiens, puisque les Italiens étaient de ce côté-là. Et forcément, vous créez, par excès, comme ça, vous créez un zèle. Et le zèle, c'est quoi? C'est le zèle des Allemands, disant, mais on en a ras-le-bol de travailler pour les autres. Et quand se présentent des gens populistes, etc., on dit, ah, ceux-là vont nous en débarrasser. Et effectivement, la montée du fascisme en général et du nazisme en particulier est venue à ce moment-là. Hitler n'a pas eu grand-chose à faire, puisque les autres partis politiques se sont petit à petit affaissés. C'est les crises économiques en 29, l'effondrement de la bourse, etc., qui vont créer les conditions nécessaires. Donc l'Allemagne va ne plus payer sa dette, l'Allemagne va annexer sans autre l'Autriche, va signer un pacte de non-agression germano-soviétique, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord entre Hitler et Staline pour dire, bon, bah, on ne va pas se rentrer dedans, mais enfin, tiens, tu as vu, il y a la Pologne, on s'en prend la moitié chacun, c'est pas trop mal. Donc, quand ils vont envahir la Pologne, au bout d'un moment, l'Angleterre et la France, qui avaient un traité d'alliés, vont déclarer la guerre à l'Allemagne. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas Hitler qui a déclaré la guerre, c'est la France qui a déclaré la guerre, suivi à quelques heures près par l'Angleterre. Et devant les succès qu'ils ont un peu de par le monde, eh bien, le 10 mai, ils envahissent la France. Le 14 juin, vous comptez, ça fait un mois, en gros. Ils sont à Paris, ils défilent, la France, elle est tuée. Et les Français vont subir un choc, je vais souvent vous parler des changements de mentalité des gens. Nous qui avons vaincu l'Allemagne, l'Axe en 18, qui étions la plus forte armée au monde, on se prend une raclée monumentale en un mois. Vous imaginez sur le moral des Français, même s'il n'y a pas Internet, même s'il n'y a pas la télévision, avec les journaux, etc., en combien de temps les gens sont totalement déprimés, totalement se sentent abandonnés, etc. Ce qui explique que Pétain va être nommé président du Conseil. Président du Conseil, à l'époque,
C'est l'équivalent du Premier ministre d'aujourd'hui. Hein. Mais au lieu d'être nommé par le président, il est nommé par la Chambre des députés, qu'on appelle le Conseil. Il va s'adresser aux Français et il va leur dire: c'est le cœur en peine que je vous demande d'abandonner le combat. Et là commence la résistance. Pourquoi? Parce que quand lui va dire d'arrêter le combat, il va y avoir 3 généraux, dont 2 dans la région bordelaise et toulousaine, et un qui s'appelle le général de Gaulle, qu'on ne connaît absolument pas, un petit général avec une seule étoile, qui, depuis Londres, où il est, va appeler à la résistance. Mais quelle résistance? Il va appeler le peuple français à se soulever. La résistance, ben c'est la résistance. Je veux dire, on résiste à ce qu'on veut, même 2 corps physiques entre eux offrent une résistance. Et quand on parlera de résistance, c'est plutôt le mouvement et l'esprit de résistance, au sens noble du terme, de la résistance dont on parle dans la période dont on parle. Alors, quand on parle de la résistance alimentaire, c'est la résistance contre les nazis entre 1940 et 1944. Voilà. Bien résumé. Donc le premier appel du général de Gaulle, petite histoire, hein, il fait son appel à la radio le 18 juin, sauf que personne ne l'entend, ou presque, il y a quelques personnes qui l'entendent. Le lendemain, il y a un entrefilet qui est grand comme ça, dans quelques journaux. Et Dans les journaux du sud de la France, qui étaient encore en zone libre, ont édité l'appel, mais c'était voilà, c'est marginal. Et ce qui est intéressant pour moi de vous souligner, c'est est-ce qu'il fait un appel à la résistance? Eh bien oui, mais pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Par exemple, il parle des officiers et des soldats français qui se trouvent en Grande-Bretagne. Il parle des ingénieurs et des spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en Grande-Bretagne, ou qui pourraient venir à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. C'est-à-dire que lui demande à la France de se défendre, mais il ne demande pas à la France intérieure de résister. Mais c'est l'esprit qui va se mettre en route. Et là, on est plutôt dans la notion de France libre. Pour vous, qui vivez au XXIe siècle, rappelons-nous qu'en 1945, pardon, 40, je suis déjà un peu en avance, en 1940, la France est un immense empire mondial. Ils ont peut-être perdu la guerre, mais il y a des colonies partout, en Inde, en Chine, en Afrique, évidemment, en Amérique du Sud aussi, etc. Donc, ce qu'il demande, c'est à tous les Français, où qu'ils soient, sauf, entre guillemets, prisonniers en France, qu'ils puissent se mettre en route. Et on va voir que ça va développer l'esprit de résistance, parce que certains vont partir en Angleterre. On connaît surtout l'île de Sein, hein, parce que pratiquement tous les hommes de l'île de Sein, qui est par là-haut, je peux nous montrer, voilà, l'île de Sein vont partir en Angleterre, et l'île de Sein d'ailleurs est compagnon de la Libération, si mes souvenirs sont bons. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à la Haute-Savoie, notre Haute-Savoie. Qu'est-ce qui fait que la Haute-Savoie va avoir un statut un petit peu particulier? Alors, si je parle de la Haute-Savoie, vous imaginez bien qu'on ne doit pas oublier que la résistance s'est faite aussi bien en terrain occupé qu'en terrain dit libre. Libre pendant un certain moment. On va l'expliquer. Alors, elle est dite libre sur le plan papier, si on veut. Et en fait, c'est quoi? Donc, au moment où, entre l'appel du maréchal et le moment où, quelques jours après, on va signer une armistice, il y a 1 400 000 militaires français qui obéissent à Pétain, alors ils tendent leurs fusils comme ça, disons, bon ben voilà, et qui partent comme prisonniers de guerre. Ceux-là, on les oublie toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'appel du 18 juin, mais ça n'est que le 22 ou le 29 qu'on signe l'armistice. Donc, ils se sont rendus. Et la seule armée qui ne s'est pas rendue, il faut quand même le dire, c'est l'armée des Alpes, qui se trouve ici, le long de la frontière avec l'Italie. On peut expliquer pourquoi ils ne sont pas rendus l'armée des Alpes contrairement aux autres. Alors, ils ne sont pas rendus parce que militairement, ils n'avaient pas perdu. C'était les Italiens qui étaient chargés de les mitrailler, etc. Ils ne les ont pas démobilisés. Et ils n'ont pas gagné. Ils n'avaient pas la force de frappe, si vous voulez, qu'avaient les nazis. Et si un jour vous faites les chemins le GR, par exemple, pour les marcheurs qui descendent jusqu'à Nice, eh bien vous allez voir toute une série de forts de l'époque.
Enfin, la Haute-Savoie, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce sont les nazis, pardon, les Allemands et la Gestapo qui vont prendre le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de préfet, de sous-préfet, etc. C'est tout, c'est formidable. Ici, par contre, le gouvernement, qui était d'abord à Bordeaux et puis qui s'est enfui à Vichy ensuite, va lui mettre en place sa propre administration. Donc, on reste en terrain libre. C'est ça qu'on appelle le régime de Vichy. C'est le régime de Vichy, c'est le mot exact qui est utilisé. Et en fait, le régime de Vichy, c'est quoi? Ben, c'est simplement qu'on a un gouvernement français avec des structures françaises, sauf qu'ils sont à genoux devant les Allemands, voire ils précèdent à certains moments les vœux des Allemands, notamment pour rafler les Juifs. Au moment de l'envahissement, pardon, première chose, vous voyez ici que la Haute-Savoie, ben, elle n'est pas n'importe où, elle est vraiment là au bord. Et c'est ça qui va faire l'attraction de la Haute-Savoie. À l'époque, ce n'est pas le ski, quoique Megève, première station de ski en France, existe déjà. Hein. Donc, pour résumer, la Haute-Savoie est en zone libre, et donc elle est au sud de la zone libre. Donc ça dure de 40, de l'invasion, jusque le 11 novembre 42. Et alors, qu'est-ce qui passe en 42? Alors, on va peut-être juste passer ça. Dans les zones, comment je dirais, les moyens d'attraction de la Haute-Savoie, vous allez avoir des montagnes. Or, ce qui est jaune clair, tout le reste, c'est des montagnes. Et y compris le Mont Blanc, lui est un petit peu haut quand même pour aller habiter. Mais quand on veut se cacher, où est-ce qu'on se cache? En général, pas dans une campagne où n'importe qui peut venir avec un vélo ou à pied. Il y a aussi les frontières. Alors, on peut passer directement à la suivante, parce que les frontières, ce sont les frontières ici avec les issues. Donc, ici, c'est côté Saint-Julien, c'est le seul endroit où on va vers la zone occupée. Mais tout le reste, c'est la Suisse ou c'est la Savoie. Donc, quand on est en Haute-Savoie, on peut circuler où on veut. Alors, je n'ai pas mis beaucoup de passages ici, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de passage par les montagnes. Ceux qui connaissent, qui ont un peu crapahuté par Samoin, etc., savent qu'on peut... Par contre, ce qu'on peut noter sur la géographie qui est aussi intéressant, c'est qu'à l'époque, le tunnel du Mont-Blanc n'existe pas, donc paradoxalement, c'est assez difficile de venir directement en Haute-Savoie depuis l'Italie. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut forcément passer par la Suisse en fait. Par la Suisse, on parle Grand Saint-Bernard. On parle le petit Saint-Bernard. Pas Grand Saint-Bernard, c'est là on parle du Saint-Bernard. Petit Saint-Bernard, voilà. Voilà. Donc en fait, la Haute-Savoie n'est pas protégée, mais elle a une géographie qui est, on va dire, favorable à une possibilité de résistance, ou du moins à une difficulté d'occupation. Ce qui n'est évidemment pas le cas de beaucoup de départements à l'intérieur du territoire français. Si vous êtes ici, évidemment, vous n'avez pas tout à fait cette même problématique. Du coup, tu nous avais dit, la Haute-Savoie, on en était à novembre 42. Ça, voilà, alors on descend à novembre 42. Pourquoi? Parce que il y a le débarquement américain en Afrique. Alors vous savez qu'entre-temps, il y a eu le bombardement des Japonais à Pearl Harbor. Les Américains ont décidé d'entrer en guerre, etc. Et ils entrent en guerre non seulement contre les Japonais, mais contre l'Axe. Ce qu'on appelle l'Axe, on trouve ça dans des tas de bandes dessinées, c'est justement les méchants, et les méchants, ben, les nazis en font partie. Donc les Américains rentrent officiellement en guerre contre l'Allemagne. Et comme ils arrivent en Afrique du Nord, et l'Afrique du Nord, elle est, si vous prenez l'Espagne comme ça, l'Afrique du Nord, elle est là, hein, elle est très près. Et là, il y a eu des petites aventures, notamment dans la marine, etc., avec l'Afrique du Nord, on n'en entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et bien, on décide que cette zone libre, entre guillemets, libre, ne va plus exister. Les Allemands décident de l'envahir et ils sous-traitent, je ne peux pas dire autrement, ils sous-traitent les deux Savoies jusqu'à Nice aux Italiens. Alors, il faut quand même dire que les Italiens, ils estimaient une certaine légitimité à envahir cette zone-là parce que c'était des zones qui avaient été italiennes au XIXe siècle. Jamais italiennes. Enfin, en fait, c'était l'inverse. Quand la Savoie devient française en 1860, l'Italie en tant que telle n'existe pas. C'est le Piémont. Donc c'est et c'est en 1861 Garibaldi et Cavour qui vont unifier l'Italie. Alors, c'est joué sur les mots. Oui, mais les Italiens, ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient une certaine proximité avec la Savoie. Ça, c'est juste.
Alors, on ne peut pas utiliser le mot italien parce que les Savoyards n'ont jamais été italiens. Ils ont été Ils ont été bien montés. mais c'est l'Italie telle qu'on la connaît, telle que vous la connaissez, etc. Et effectivement, cette zone-là, qui était une zone piémontaise à l'époque, en 1860, va devenir française. On peut une fois discuter aussi du pourquoi elle est devenue française. Et les Italiens, eux, se réjouissent un petit peu. Pendant cette occupation italienne, il va se passer un certain nombre de choses extrêmement intéressantes. La première, c'est que les Italiens, les Savoyards ne peuvent pas les voir. Alors, ils n'aiment pas beaucoup les Allemands, ça c'est clair, mais alors les Italiens, ils ne peuvent pas à cause de ce que votre professeur vient de vous souligner. C'est-à-dire que très peur de se faire réintégrer dans l'Italie. Donc, il y a des trucs qui circulent, Savoyards toujours, Italiens jamais, etc. L'Italie a une particularité par rapport à ce qui va se passer après, et qui est très importante à comprendre dans l'esprit aussi des gens. Les Italiens protègent les Juifs, se refusent à les regrouper, à les foutre dans des trains et à les envoyer dans des camps. C'est une particularité parce que, en général, on les met ensemble, etc. Et pas du tout. Il y a quelques bouquins qui sont sortis sur le problème justement des Juifs pendant la guerre et dans la Haute-Savoie. Et les Italiens, eux, ils refusent d'obéir aux ordres allemands de faire ça. En gros, Mussolini, il dit les affaires italiennes sont les affaires italiennes, les Allemands n'ont pas à intervenir, ils ne veulent pas la déportation. Voilà ce qu'il faut comprendre. Hein. Par exemple, les enfants qui étaient réfugiés à Megève, je vous le disais, première station de ski en France, avec des capacités hôtelières, Saint-Gervais, etc. À l'époque, énorme par rapport au ski qui n'était quand même pas quelque chose de très, très connu. Eh bien, ils vont être protégés par les Italiens qui refusent de les renvoyer. Alors, par contre, je vais avoir deux mots sur l'occupation italienne. Donc, l'occupation italienne commence le 29 novembre 1942. Alors, moi, j'ai lu qu'au début, les Italiens, ils avaient entre guillemets d'autres choses à souhaiter, qu'ils ne s'étaient pas trop intéressés à la Savoie, parce qu'ils étaient eux-mêmes en guerre au sud, et qu'ils n'avaient pas envoyé beaucoup de contingents pour occuper. Tout à fait. Alors, c'est vrai ou pas? Oui, il y a effectivement une occupation, mais c'est d'abord les douaniers. Pourquoi? Parce que quelque part là-haut, il y a des douanes. C'est des douaniers. Et puis, ils ont pour eux, l'OVRA, c'est le service d'espionnage pour ceux qui sont contre le fascisme. Et c'est un petit mot qu'on ne voit pas souvent, et qui est pourtant extrêmement important, parce qu'un peu plus tard, quand ils vont quitter la Savoie, il y en a qui vont se servir des documents de l'OVRA, et ça va faire vachement mal, je vous le dis. Donc voilà, les Italiens sont là, ça se passe pas très bien, mais il n'y a pas de catastrophe majeure, si on veut. Rien à voir avec ce qui va se produire sur la diapo suivante, rien à voir avec ce qui va se passer après du temps des Allemands, qui vont utiliser les dossiers de l'OVRA et qui vont faire un racket monumental sur les résistants qui sont mis en place. Alors, attendez, il faut qu'on explique aux élèves pourquoi on est passé des Italiens aux Allemands. Parce que en 1942, c'est les Italiens, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe en Italie? L'Italie, elle commence à perdre violemment la guerre dans le sud de l'Italie. Et du coup, Mussolini est mis en difficulté, et il est même démis de ses fonctions, d'une manière surprise par le président du Conseil, est mis en prison sur le Grand Sasse en Italie, et du coup, le régime italien tombe. Par peur, les Allemands envahissent le nord de l'Italie militairement, et du coup la Savoie, et déboulent sur Rome pour essayer de faire en sorte que l'Italie reste sous contrôle des forces de l'Axe. Et du coup, c'est pour ça que la Haute-Savoie, d'un coup, et ça se passe dans l'année 43, mais jusqu'au 11 novembre 43, voilà. où les Allemands arrivent en novembre 43. En Haute-Savoie. Les Allemands arrivent en Haute-Savoie, mais c'est du fait de l'effondrement italien dans le sud de la péninsule italienne. Tout à fait. Voilà, là, je refais le contexte de l'Italie. Alors, Mussolini est enlevé par les Allemands qui essayent de le protéger. Des résistants italiens vont le chercher. Il y a quelques films là-dessus qui vous documentent. Mais comme on veut rester quand même, on est obligé de parler du contexte, mais qu'on veut rester un petit peu en Haute-Savoie, on va parler un petit peu de... Alors, il y a la géographie de la Haute-Savoie, et là, vous avez quelques points de repère pour situer le plateau des Glières. Alors, pourquoi le plateau des Glières? Eh bien, celui-là va très bien aussi. Le plateau des Glières, il est...
Quand vous passez la Roche-sur-Foron, vous allez sur Annecy, vous longez la crête, les frettes, etc., le plateau des Glières, si on veut, passer par Torrent. Le torrent de Glières, c'est là où il y a l'entrée de la route qui va vous permettre de monter au plateau. Et puis, derrière, il y a Annecy, etc. Donc, vous avez le Marmelan qui est là, et vous avez le plateau des Glières qui est, si vous voulez, entre la Roche, Torrent, et le Grand Bornand, Petit Bornand, Grand Bornand. En gros. Et en fait, ce sont trois montagnes qui sont dans ce sens-là. Il y a des petites montagnes comme le Mont Piton. Et là, vous avez la montagne des Frettes, vous avez, je sais plus, en fait, c'est trois montagnes un peu parallèles. Donc, qui vont faire trois vallées, etc. Petite histoire aussi, le plateau des Glières n'existe pas. Les Savoyards ne montaient jamais au plateau des Glières. Les Savoyards montaient au col des Glières, qui est juste à l'entrée. Voilà. Puis après, ben, l'appellation c'est effectivement ouverte, mais il n'y a pas de plateau des Glières en soi. Alors, du coup, je vais peut-être. Donc là, Alors celle-là est un peu plus détaillée. L'écartigère. Donc voilà, donc les Glières, c'est le col des Glières, il est là. Quand on parle du plateau des Glières, c'est tout le plateau qui va de. On verra. La montagne des Frettes. Qui est entre la montagne des Frettes et la montagne des Auges et la montagne de la Cuvette. Et du coup, c'est ce plateau-là, d'accord. Et le plateau des Glières, donc pour en sortir, on a trois possibilités géographiquement. Il y a par Usillon, donc qui est ici, donc par Toranglière, sauf que c'est pas du tout pratique parce que le défilé du ruisseau qui s'appelle la filière est extrêmement serré et là, on peut vous coincer facilement. Ensuite, il n'y a pas de route à l'époque. Il n'y a pas de route. Il y a un chemin muletier, simplement. Après, il y a par la vallée de Entremont. C'est un peu plus facile, mais c'est facile de vous récupérer aussi parce que c'est extrêmement en pente. Et le point finalement le plus facile, c'est de descendre sur Thônes et sur ce qu'on appelle Morette. C'est pour ça que la nécropole de Morette, qu'on va visiter, nécropole cimetière pareil, le cimetière de Morette il est là, parce que l'essentiel des résistants qui se sont tués se sont fait récupérer là parce qu'ils sont descendus à Morette, c'était plus facile. Voilà, donc il y a trois possibilités pour descendre du plateau des Glières. Je vous laisse continuer. Non, mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter chacun un petit peu de... Alors, on était à nous présenter la géographie du plateau des Glières. Voilà. Ça, ce qui va se produire, c'est que donc la résistance va se mettre en place et on va commencer par l'armée secrète. Alors, l'armée secrète, c'est quoi? En simplifiant, c'est les anciens militaires français qui n'ont pas été faits prisonniers ont formé du temps de la zone libre ce qu'on appelait l'armée d'armistice. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pratiquement pas d'armes, mais enfin c'était l'armée comme ça qu'on avait réussi à négocier avec les Allemands. Et puis cette armée, ben, elle va être dissoute au moment de l'invasion, et les anciens militaires, enfin, mettez-vous dans la peau d'un militaire, ou en tout cas essayez. Le type il est habitué à obéir, etc. Et on se prend une claque monumentale avec les Allemands, et il y a quelque part un général qui dit mais on ne va pas se laisser faire comme ça, il faut se défendre. Ça s'appelle le général de Gaulle. Donc, effectivement, ils vont commencer à bouger et à s'organiser. Alors, les premiers qui s'organisent, c'est le 27e BCA, bataillon de chasseurs alpins à Annecy, où Valette d'Ozia, qui en est le patron, dit « Attends, on va quand même pas leur filer nos armes. » Alors, ils vont dévaliser complètement le quartier Galbert, qui est à l'époque en pleine Annecy, la caserne d'Annecy, et ils vont aller la planquer. Et ils la planquent entre autres à la grotte de la Dio, pour parler à un spéléo, la grotte de la Dio, qui est justement pas très loin du plateau des Glières. Ce plateau des Glières, comme d'autres, comme les Plaines Joues, au-dessus d'Oignon, etc., il est comme ça, c'est-à-dire qu'il est couvert par des montagnes. Si j'allume des feux pour que les avions me voient, ceux qui sont dans la plaine ne peuvent pas me voir. C'est tout bête, hein, mais c'est aussi simple que ça. Donc ça devient un bon lieu de parachutage. Donc on va commencer dès janvier 1944 à envoyer quelques armes. Parce que là, parenthèse, Londres voit très très mal de donner des armes à des civils qui ne savent pas s'en servir.
normal, on ne peut pas imaginer que demain on distribue des armes dans la rue. C'est quand même un peu olé olé. Et Londres ne voit pas d'un bon œil d'armer ça. D'autant que en 1943, on a le service du travail obligatoire qui se met en place. C'est-à-dire que tous les gamins qui ont votre âge, enfin à quelques années près, on va leur demander d'aller travailler en Allemagne. Alors évidemment, quand vous habitez l'Est de la France ou quand vous habitez Gaillard, Annemasse, etc., et qu'on vous demande d'aller travailler en Allemagne, laisser la famille, la bonne amie, etc., et le travail aussi, ben, c'est pas évident. Donc, ça va être un insuccès modèle. Il y a quelques milliers de gens qui vont partir pour la France, mais en Haute-Savoie, pratiquement, allez, j'allais dire aucun, c'est pas tout à fait vrai, mais vraiment très peu. Pourquoi? Parce que la Haute-Savoie est encore plus rurale qu'elle ne l'est aujourd'hui, et les gens, ils montent à l'alpage. Quand les gendarmes viennent les chercher à la maison, ils ne sont pas là, ils sont partis. Ah, mais je ne sais pas où, moi. Et c'est exactement ça, ils vont se cacher, et ils vont petit à petit s'agglutiner les uns sur les autres, et ils vont créer les premiers maquisards, entre guillemets, mais qui ne viennent pas pour combattre. Un livre, d'ailleurs, dit ils étaient là plus pour se planquer que pour autre chose. Et peu importe si le terme vous choque, mais c'est juste vrai. La milice. Alors la milice, c'est quoi? C'est un corps qui va se mettre en place à peu près en même temps, qui va dire, j'oserais si j'avais pas peur du parallèle qu'on pourrait faire. C'est un peu comme des scouts, on leur dit mais non, il faut, etc. Et la milice, au départ, va devenir les bien-pensants français qui disent bon, ben, on a perdu, mais il faut arrêter, il faut mettre de l'ordre là où il y a du désordre, etc. Et les miliciens ne sont pas tous des salauds, ils le deviendront, ce qui est tout à fait autre chose. Mais au départ, il y a des tas de gens qui pouvaient être votre arrière-grand-père, qui pouvaient être normaux, simplement on les engage dans la milice. Alors comme il n'y a pas de travail, ben, ça fait un revenu, c'est comme si vous aviez un tonton qui soit, je ne sais pas, garde municipale, etc. Au départ, ça part comme ça. Et très vite, évidemment, c'est pris en main par les copains du maréchal Pétain, Laval en particulier, et qui vont les armer. Et ils vont en faire une force armée qui va être redoutable. Redoutable et qui participera à la répression du plateau, car maintenant nous allons monter au plateau des Glières. Alors merci Thierry pour cette introduction et ce témoignage. Voilà, nous allons donc maintenant avec les élèves monter au plateau des Glières pour voir la suite de l'histoire. C'est l'objet de l'épisode numéro 2 que je vous invite à regarder. Bonne suite de l'histoire et bonne vidéo.